Donc, je vais vous montrer un petit peu mes observations sur la composition des haies, la structure des haies et comment on peut en faire à différentes échelles, dans les quartiers de différentes densités aussi. Donc les haies peuvent être de différentes largeurs ou hauteurs. Ce qu'on a ici, ça c'est donc au Cap-Saint-Jacques. Vous avez la rencontre de deux milieux. Vous avez la forêt et le rivage. C'est deux habitats différents avec des espèces différentes. Évidemment, les espèces qu'on trouve en forêt et les espèces qu'on trouve sur le rivage, ça n'a pas grand-chose à voir. La rencontre de deux écotopes, donc des habitats, forêt, rivière, la rencontre de deux écotopes, ça fait ce qu'on appelle un écotone. Je vais essayer de ne pas abuser des termes trop techniques, mais retenez écotone. Un écotone, c'est la rencontre de deux habitats, de deux milieux différents. Et ce lieu de rencontre lui-même a son propre lot d'espèces spécifiques qui utilisent les ressources qu'elles y trouvent. Donc, au pied de la forêt, vous avez un ensemble, un mélange, une gradation entre... Vous avez les grands arbres, les arbres moyens, les arbustes et la strate herbacée. Ça, cette interpénétration de deux milieux, le rivage et la forêt, un écotone, c'est ce qui est très riche. Et c'est en fait pour ça que les haies sont riches. Parce que ça constitue plus ou moins une petite forêt verticale faite en étages et qui va vers une strate herbacée. Donc écologiquement, ça c'est très riche et ça explique le fonctionnement d'une haie. Donc là, vous avez une haie finalement. C'est pas exactement une haie, c'est une forêt, mais c'est tout à fait comme une haie. Donc vous avez une gradation de la hauteur des arbres. C'est une organisation spontanée. Bon, et, vous connaissez sûrement, si vous connaissez les arbres, vous savez qu'il y a des murets de pierre. On en trouve évidemment sur l'île de Montréal, un peu partout, des murets de pierre. Donc, c'est un petit peu la base de la structure d'une haie. Je prends le modèle des haies sur des murets de pierre. Un muret de pierre, c'est néanmoins une clôture, hein? Donc ça génère des haies, ça aussi. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut faire des haies, dans le sens que si on veut revaloriser ou valoriser des espaces perdus le long des voies ferrées, le long des autoroutes, le long des chemins, on peut faire on peut valoriser des espaces qui sont des espaces inutilisés. Si on n'a pas beaucoup de place pour la nature, si on n'a pas beaucoup d'espoir d'avoir des grandes forêts, je pense qu'on peut avoir quand même une très bonne biodiversité si on s'assure d'en faire un habitat. Et l'habitat qu'on peut faire, ce sont des haies. Donc, la haie est préadaptée en milieu urbain. La haie, on sait comment ça se fait et on devrait les faire. Ça devrait être des infrastructures municipales. On fait des haies parce que ça nous aide à réguler les eaux de pluie, la pollution, le CO2, ça filtre l'air, et c'est un habitat pour les oiseaux. S'il y a beaucoup d'oiseaux, s'il y a beaucoup de pieds de bois, on aura peut-être moins d'agril du frêne. Il y a des bonnes raisons de favoriser la biodiversité en ville. On n'a pas beaucoup d'espace. Faisons des haies. L'espace pour les haies, on en a en masse. Donc, une haie, ça peut commencer par une clôture ou un muret de pierre. Et ce muret de pierre, on peut donc planter des espèces de chaque côté, comme ça, en structurant les plus grandes espèces à l'intérieur, au centre, et les plus petites espèces à l'extérieur. Donc, je vous montrais la photo tantôt au Cap-Saint-Jacques. Vous avez cette image où vous avez une partie très élevée et qui descend en escalier.
Et puis, ben voilà, c'est ça. Donc, le schéma que je vais vous montrer sur le fonctionnement écologique des haies, c'est parce que c'est un écotone. Et là, vous voyez très bien la structure. Vous avez la strate arborée, ou la forêt, le mur de la forêt. Et d'un côté, vous avez un champ, plutôt qu'un rivage, donc vous avez un champ. Donc, c'est deux habitats différents, deux écotones différents. Et au milieu, qui est l'intergradation de ces deux habitats, vous avez l'écoton. Donc, une haie fonctionne parce que vous avez cette stratification de la végétation qui offre beaucoup de micro-habitats, beaucoup de niches pour plein d'espèces d'oiseaux ou d'insectes. Donc, vous avez maintenant la structure d'une haie en strates différentes. Vous avez ici une coupe latérale d'une haie. Vous avez ici une haie à deux côtés, comme dans un champ, où s'il y a un champ d'un côté et de l'autre, eh bien vous avez une haie avec les plus grands arbres au centre, et de chaque côté, vous avez la stratification. Grand arbre, arbre moyen, petit arbre, arbuste. Donc vous avez une organisation de ce type-là. Les haies les plus vieilles, donc les haies de l'île Bizarre, sont organisées comme ça. Comme si il y avait... C'est un travail de génie. C'est extraordinaire, ça s'est fait tout seul. Et comme je disais, il y a des chênes, des carriers, toutes les espèces fruitières sont là. C'est complet. Et c'est parfaitement organisé. Donc, moi, ce que je propose, c'est de copier ces modèles-là, de les adapter où c'est possible. Une haie à un seul côté. Donc, s'il y a un mur ou un obstacle d'un côté, et vous faites la gradation, les strates, d'un seul côté, c'est possible de faire avec la haie. Vous avez ici une haie vue de face. Cette haie, donc, je dis des grandes haies ou des grandes haies mélangées. Ça, c'est donc la limite supérieure, c'est 20 mètres. Il y a des haies qui atteignent jusqu'à 30 mètres, mais bon, il s'agit de savoir que vous pouvez l'adapter à la hauteur qui convient selon la situation. Donc, vous avez une haie de 10 mètres en haut et une haie de 5 mètres en bas. Les dimensions des végétaux sont assez faciles à trouver. Si donc vous avez un iPad, de mon essai, vous aurez la liste de tous les végétaux avec les dimensions afin de mettre en place des haies de ce type-là. J'ai mentionné l'aubépine au moins une douzaine de fois depuis le début de la conférence. Il y a de très bonnes raisons. Dans de nombreuses photos qu'on a vues, il y a une aubépine présente. Tout comme la haie est une forme paysagère générée par les milieux transformés par les humains, la haie est une production de ces milieux-là. L'aubépine était autrefois une espèce rare parce que, par exemple, toutes les îles de l'archipel de Montréal étaient couvertes de forêts. L'aubépine est une espèce de plein soleil, donc elle poussait qu'à l'extérieur, autour de la forêt, sur le rivage, immédiatement au-dessus du niveau des eaux. Quand on a coupé la forêt, quand on a fait la grille agricole, finalement, les haies se sont mis à proliférer partout. Donc elles trouvaient ce milieu ensoleillé qui leur convient. J'ai documenté les espèces, tant les oiseaux, les mammifères, que les insectes de tous les ordres qui sont associés aux aubépines. J'arrive à quelque chose comme 300 espèces. L'aubépine est une des espèces les plus adaptées, les plus adaptables. On a une quarantaine d'espèces différentes. C'est une de celles qui est la plus utile pour la biodiversité. C'est pas pour rien qu'on la trouve partout, dans toutes les haies, dans la région de Montréal. Malheureusement, si vous connaissez les friches,
ou si vous connaissez bien la région, vous savez qu'on est aux prises au nerf brun. Le nerf brun est un compétiteur des aubépines qui ont l'air à se maintenir malgré tout, mais leur floraison diminue considérablement. Mais les nerfs bruns sont... Il y en a des millions, puis des millions, puis des millions. Il y a des endroits où, dans l'est de l'île, entre autres, au parc des Grandes Prairies. Pourquoi faut-il les arracher? Pourquoi il faut les détruire, les nerfs bruns prennent la place de dizaines et de dizaines et de dizaines d'espèces. Les nerfs bruns, auxquels on peut associer... Les oiseaux utilisent les fruits. Quelques... Ah, ouais, mais comme je vous dis, ça, il y a 300 espèces documentées qui utilisent l'aubépine. Mon a priori, c'est qu'on veut favoriser la biodiversité. Alors, vous avez le choix d'un arbre pour lequel on a documenté 10 ou 20 espèces associées avec, ou un arbre qui en a 300, qui est indigène. Le néphrant, il n'est pas indigène? Non. Ah. Non. C'est pour ça qu'il se comporte comme il se comporte. Il y a pas... C'est ça. Donc, il profite, il y a toutes les adaptations pour rouler vite, et il y a peu de prédateurs. Mais c'est un rouleau compresseur de biodiversité. C'est un sérieux problème. Donc, un arbre parfaitement adapté et adaptable, indigène à la région, riche d'associations écologiques, oiseaux, insectes, etc. Et en plus, il y a certaines espèces qui ont des feuillages aussi beaux que les rames à sucre. Mon but, c'est de vous faire intéresser au maximum à l'aubépine, qui est une espèce qu'on doit protéger, planter. Le seul obstacle à tout ça, c'est en général parce que ça a des épines. C'est dangereux. Il y a beaucoup de dangers en ville. Beaucoup de dangers qu'on n'interdit pas. Et puis, en général, avant d'interdire, il faut faire une analyse coût-bénéfice. Donc, il y a beaucoup de bénéfices à avoir des aubépines. Il y a un risque. Il y a des risques avec tous les arbres. Est-ce qu'il y a un risque plus grand avec l'aubépine? Combien même de data que je dis toujours? Venez-moi vous donner. Donc, un arbre magnifique, beau feuillage à travers les saisons, des beaux fruits consommés par des dizaines d'espèces d'oiseaux et plein de mammifères. On le trouve dans plein de parcs. Ça, c'est au parc Salaberry. Il y a 2 espèces au parc Salaberry. Il y en a au parc Westmount. L'aubépine ergot de coq, une espèce rarissime. Et puis même au parc La Fontaine. Donc l'argument que c'est trop dangereux à planter dans les parcs, c'est pas la route. Ça dépend de qui parle à qui, de qui fait pression à qui. Mais si on est sérieux de la biodiversité, il faut regarder tous les outils qu'on a. L'aubépine, c'est à peu près le meilleur outil qu'on a. Ça, c'est la pique grillage. C'est M. Audubon qui nous a fait cette illustration. La première fois que j'ai vu une pique grillage, quand j'étais enfant, à Repentigny, c'était, elle venait de mettre un mulot sur l'épine de l'aubépine. Donc, je me suis, c'est pas une aubépine ici, malheureusement, mais j'ai été rapidement fasciné par ce drôle d'oiseau et ce drôle d'arbre. Et qui avait des fruits assez gros pour consommer d'ailleurs. C'est pas toujours le cas chez les aubépines. Donc, mon attachement aux aubépines remonte très loin. Cet oiseau est à toute fin utile disparu de notre région. Il faut savoir qu'il ne niche que dans les aubépines. Je ne dis pas que si on plante ou si on protège les aubépines, la pique grillage va revenir. Mais, sait-on jamais, la plupart des espèces disparaissent par la disparition de leur habitat. L'habitat de la pique grillage, c'était les terres agricoles, des friches agricoles. Et puis ça, c'est des paysages qui disparaissent. C'est des paysages comme on a
pas loin d'ici, à Pierrefonds-Ouest, pas très loin, le bocage que je vous indiquais plus tôt. C'est un habitat potentiel pour cette espèce-là, si jamais elle décide de revenir. Monsieur Latour, on en a vu un groupe d'orignaux près de Saint-Jérôme il y a 2 hivers. On en a vu. Oui. Celle-là ou l'autre? Mais est-ce qu'il y a 2 sortes? Ouais. Celle qui est plus pâle, elle était grise. Celle qui est plus nordique, puis l'autre, c'est là, En fait, il y en a. Oui, mais c'est celle-là dans je sais qu'elle est vue à l'occasion, mais c'est du genre, les dernières années, on voit que 3 ou 4 couples nicheurs dans toute la province. Oui, oui. Donc c'est très rare. Et puis ça, puis donc, je vous parlais de la beauté de l'ovipène, ben, il ne faut certainement pas oublier la beauté de sa floraison. C'est le moment de la floraison des ovipènes. Il y a des terres agricoles pas loin. Allez voir les ovipènes. Allez les sentir. Elles ne sentent pas toutes bon. Certaines sentent très bon. Mais elles sont magnifiques. Elles sont riches de promesses. Il faut absolument considérer les ovipènes comme des bons amis de la biodiversité. Et il faut considérer aussi les haies comme des bonnes formes d'aménagement pour favoriser la biodiversité en milieu urbain dense, où on n'a pas beaucoup d'espace, mais allons aussi avec des installations denses. Et puis les haies, c'est fait pour ça, ça se fait tout ça de cette façon-là. Donc ça sera pour la prochaine conférence. Ou alors, dans le livre, vous pourrez voir de quoi il s'agit, le Foxtrot. C'est mon idée de transformer la voie ferrée en biocorridor. Donc, la voie ferrée, c'est linéaire. Donc, les haies aussi, c'est linéaire. Donc, je propose d'habiller les voies ferrées avec des haies. Voilà, et ça termine ma conférence. Merci beaucoup.